Eh ben, bonjour à tous et bienvenue pour cette session webinaire du MOVE co-organisée avec Relations d'utilité publique sur les campagnes d'emailing. Et un grand merci à Fabrice d'avoir accepté d'animer cette session. Et je ne veux pas faire trop de pub, mais moi j'ai vu le PowerPoint en avant et ça va être vraiment génial et sans pression pour Fabrice. Ok. Alors, je vais commencer par un tout petit avant-propos. Alors, pour vous dire déjà que la session est enregistrée, ce qui va nous permettre de la rediffuser sur notre chaîne YouTube. Voilà, donc si jamais vous souhaitez qu'on ne vous voit pas, vous pouvez couper votre caméra. On se donne un timing d'1 heure, donc on se dit qu'à peu près à 15 heures, on pourra terminer la session. Voilà, et comme je disais au démarrage, pour les personnes qui… Enfin, voilà, dans l'idéal, quand on ne parle pas, c'est d'arriver à couper son micro, ce qui permet d'éviter les bruits parasites. Et on a encore des personnes qui nous rejoignent. Bonjour à tous. Pour les questions et les commentaires, vous pouvez tout à fait utiliser le module Converser qui est en bas de votre écran. Voilà, et puis après, pour les slides, elles seront envoyées suite au webinaire et vous aurez les coordonnées de Fabrice si vous avez plus de questions à poser. Donc pour dire juste un petit mot sur le MOVE, donc le mouvement des entrepreneurs sociaux, c'est un réseau qui fédère 1000 entrepreneurs sociaux en France. Donc on a des activités d'événementiel, on organise aussi des Learning Expeditions pour permettre à des promotions nationales d'entrepreneurs sociaux de visiter des entrepreneurs pionniers sur des thématiques comme le digital, le management ou le changement d'échelle. Voilà, et vous imaginez qu'en ce moment, tout a été un peu revu au vu de la situation. Donc, vous pourrez retrouver toutes nos feuilles de route et tous nos événements et nos Learning Expeditions dès la rentrée. Donc, toutes les informations sont mises à jour sur notre site. Et donc, en ce moment, pour soutenir les entrepreneurs sociaux, dans cette période difficile, on a lancé ce qu'on a appelé la Help Room. Vous avez les informations sur notre site www.move.org. Et donc, on ouvre, c'est une offre qui est ouverte et gratuite. N'hésitez pas à vous en servir. Donc, vous retrouverez une hotline avec des experts qui sont partants pour échanger avec vous en individuel à raison de rendez-vous de 30 minutes sur plein de sujets différents. On a des experts en communication, en commerce, en vente. On a des avocats, on a des experts comptables. Voilà. On a aussi lancé une boîte à outils avec plein d'informations utiles, tout ce qu'on retrouve sur les informations officielles, toutes les informations de l'URSSAF, des différents réseaux et plein de bonnes pratiques à partager. On a aussi des sessions donc, de webinaires comme celle où vous êtes aujourd'hui. Donc on en a environ 5 ou 6 par semaine sur plein de thématiques variées. Et donc, ça change d'une semaine à l'autre avec plein d'experts très qualifiés. Et on a lancé notre programme Adopte un entrepreneur de manière digitale. Adopte un entrepreneur, c'est pour du mentorat entre un entrepreneur chevronné et un jeune entrepreneur. Et en ce moment, on l'adapte un peu. On se dit que dans la période, peut-être que des personnes ont envie d'échanger avec un père et d'être coachées, d'être rassurées, d'avoir des bonnes pratiques et des conseils de cette manière-là. Donc voilà, c'est pareil, n'hésitez pas à faire un tour et à vous inscrire si ça vous intéresse. En attendant, j'admets de nouvelles personnes sur la réunion. Voilà. Et pour compléter tout ça, donc, le MOVE, c'est une association, donc on fonctionne grâce aux adhésions. Et donc, on a lancé une adhésion solidaire pour permettre à tout entrepreneur à impact de rejoindre le mouvement et de ne pas rester seul dans son confinement et ses difficultés au quotidien. Donc voilà, donc n'hésitez pas à aller sur www.move.org et je vous enverrai les informations aussi dans le mail après ce webinaire. Bon webinaire à tous et merci encore à Fabrice. Et je vais te laisser la main. Hop. Merci Marine. Bonjour tout le monde. Bon, on commence relativement à l'avance. Je suis ravi d'être là. Je vois des têtes connues, des non connues, quand il n'y a pas les caméras, hein, pas mal d'organisations, d'associations, de fondations, de gens que d'ailleurs on accompagne déjà. Donc, alors d'abord quelques mots, je vais vous partager mon document, comme ça sera aussi plus simple, qui vous sera également
au-delà de la rediffusion qui vous sera disponible, accessible. Alors, deux petites modifications, deux petites manipulations à faire. On met plein écran. Et puis, on va mettre partager l'écran. Ici, c'est bon. Normalement, c'est voilà, c'est celui-ci. Est-ce que c'est bon pour vous? Vous le voyez? C'est bon? Signe, hein, n'hésitez pas. Super. Bon, on le voit, oui. Parfait. Ok, bon, alors, d'abord, je tousse un petit peu, je suis désolé. Donc, de temps en temps, je couperai le micro. Si j'ai une petite canne de tout, vous inquiétez pas. Mais tout va bien. C'est pas très grave, c'est assez bénin. En tout cas, je touche du bois. Bon, j'espère que vous allez bien, hein, dans cette période un peu particulière de confinement. Bon, l'avantage, c'est que les webcams ne transmettent rien en principe, à part des images et du son. Donc, c'est plutôt avantageux. Donc, quelques mots pour commencer sur ma pomme, en fait, hein, juste d'où je parle. C'est la partie la plus passionnante, évidemment, de tout webinaire, d'entendre l'intervenant parler de lui, de sa structure, mais ça va aller très vite. Moi, ça fait à peu près maintenant plus de 20 ans que je suis engagé, que je travaille sur les questions du digital, de la communication en règle générale, et du digital en particulier. Bon, j'enseigne aussi à l'Université Bordeaux-Montaigne, je fais beaucoup de formations et je suis, ça c'est mon activité principale, associé et consultant senior, directeur du pôle digital de l'agence Relations d'utilité publique, qui existe depuis 2006. Donc voilà, je ne vais pas trop m'étendre sur moi. Alors moi, ce que je vais vous raconter, c'est évidemment le fruit d'une expérience, de pas mal de lectures, de pas mal de choses. Il y a des choses qui généralement font assez consensus, et puis après, il y a mon point de vue. Donc évidemment, vous pourrez entendre des sons de cloche par ailleurs et d'autres sons de cloche, et c'est tant mieux. Donc voilà. L'agence à laquelle j'appartiens existe depuis 2006, hein, Relations d'utilité publique, et un peu comme son nom l'indique, et puis certains d'entre vous la connaissent d'ailleurs, puisque pas mal de clients ou de gens qu'on accompagne, qu'on a accompagnés il n'y a pas longtemps, qui sont parmi vous, on est vraiment spécialisé sur tous les acteurs, associations, fondations, entrepreneurs sociaux, collectivités, etc., qui sont engagés positivement dans la société. Donc, c'est beaucoup sur les thématiques d'écologie, de social, de solidarité, solidarité internationale, d'éducation, de citoyenneté. Voilà. En fait, on est communicant. Mais en fait, avant d'être ça, on est un peu militant d'un monde un peu qu'on aimerait différent, voire beaucoup différent. Et il se trouve que notre manière d'y contribuer, c'est de faire de la communication pour ceux qui vont dans ce sens-là, quoi. Donc, on a ce luxe depuis 14 ans un peu de choisir nos thèmes, nos combats, nos clients presque, hein. Donc, puis on est très engagés tous à titre personnel. Donc, on est une équipe de 11 personnes rassemblées qui travaillons, et on fait à peu près tout type de prestations en fait en communication, à la fois du stratégique, de l'audit et de l'opérationnel des actions, des campagnes courtes, des campagnes longues, de l'accompagnement sur de long terme. Et ça peut être sur tous les moyens de communication. Alors moi, je suis plus spécifiquement sur le digital, mais on fait tout, hein, que ce soit de l'événementiel, qu'on fait beaucoup, que ce soit de la création graphique, de l'identité visuelle, des stratégies de communication, naming, identité, ou que ce soit également, par exemple, tout ce qui a trait aux relations presse, tout ce qui a trait aux relations publiques, aux influences, à l'influence. Bon, voilà. Et puis, notre particularité, c'est qu'on est une SCOP. On est membre de Copanam, en fait, qui est une coopérative d'activité d'emploi, une mutuelle de travail, en fait. Et donc, voilà, c'est une sorte de cohérence pour nous. On a un fonctionnement coopératif et des statuts coopératifs au sein de Copanam, mais c'est assez raccord avec les sujets qu'on traite et les clients qu'on accompagne. Voilà. Bon, j'ai dit, on va passer rapidement, c'est pas le plus passionnant, puis de toute façon, je serai à votre disposition si ça vous intéresse, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Petit plan rapidement, on va faire un petit voyage en fait, hein. D'abord, on va faire un petit point sur la météo d'emailing, regardez autour ce qui se passe. On va parler d'une petite fausse route entre nous, histoire de se détendre. Bon, c'est l'heure de la digestion. Donc, je sais qu'on peut des fois avoir on va dire le nez qui pique, hein, le bec qui pique à cette heure-ci. En même temps, c'est l'heure de la sieste des enfants. Donc, on peut être un peu tranquille pour ceux qui ont des enfants, ce qui est mon cas. Donc, ensuite, votre boussole, ça va être un appareil design et besoin. Je vais vous expliquer pourquoi. La destination, ne pas oublier vos objectifs. Et puis, toute la route. Même si dans le chemin, c'est le chemin est plus important que la destination finalement. Et on va détailler tout ça. Et puis, quelques extras à la fin, si on a le temps, je l'espère. Voilà. Pour les questions, effectivement, vous avez le fil de discussion. Moi, je n'aurai peut-être pas le temps de regarder à chaque fois, mais
En tout cas, Marine, elle va avoir l'œil beaucoup plus facilement que moi. Je ferai 2-3 pauses dans le temps pour notamment traiter des questions un peu précises sur ce que je viens d'évoquer. Et puis, à la fin, de toute façon, un temps d'échange. Alors, la météo, rapidement. Quelques usages et des chiffres clés. De quoi on parle, en fait, les mini? Alors, déjà, évidemment, parmi vous, il y en a qui sont déjà bien férus de ce sujet-là. Donc, je vais peut-être enfoncer des portes ouvertes pour certains d'entre vous. C'est pas grave, hein, je vais faire doucement. Voilà. Pour d'autres, certains d'entre vous, peut-être vous découvrez, ou en tout cas, vous êtes à vos premiers pas. Donc, je vais essayer de faire un mix, hein, d'être dans cet entre-deux et que ça corresponde le plus possible à tout le monde. Donc, quelques chiffres clés que vous pouvez voir rapidement. En gros, le message, là, c'est de dire, chose assez simple, c'est que à la fois l'emailing, c'est un chose qui est très ancien, hein, c'est arrivé même avant le web, en fait, en réalité, et ça reste un canal très, très puissant en termes de communication, très, très intégré, au-delà du... Enfin, il n'y a que le smartphone et les SMS où il y a un taux de pénétration en termes d'usage, que ce soit à un niveau professionnel ou à un niveau même dans sa vie personnelle, équivalent à l'email. Donc, c'est vraiment assez élevé. Il y a presque 80% des Français, et là, ce sont bien des chiffres qui concernent la France, hein, 80% des Français qui disposent d'au moins 2 adresses mail personnelles, hein, c'est-à-dire sans compter l'adresse mail du boulot. C'est quand même énorme. Donc, il y a quelques chiffres qui vous donnent ça. 70% des abonnés en B2B dans le boulot sont abonnés à au moins une newsletter et 62% au moins 5 newsletters. Enfin, donc, c'est un usage très, très répandu. Et aussi, donc, c'est un canal très important pour toucher les contacts. Ceci dit, voilà, tout l'enjeu, c'est de ne pas faire tout et n'importe quoi. Parce que, comme dirait l'oncle de Spider-Man, un grand pouvoir suppose une grande responsabilité. Voilà. Ces chiffres-là que je vous partage sont issus du SNCD, qui est le syndicat national de la communication directe, qui regroupe tous les acteurs en fait, de la communication directe. Enfin, tous, une grosse partie des gros acteurs qui travaillent sur ces sujets-là. Ils font beaucoup d'études de baromètres. Donc vous pourrez aller voir, je vous donnerai les références. Bon, à quoi ça sert de faire de l'emailing, en particulier en communication? Je fais une petite liste là rapidement. Évidemment, quand on fait de l'emailing, on génère de la donnée, on récolte des données qualifiées parce que ça permet de s'informer sur les gens aussi, évidemment à condition qu'ils donnent leur consentement et tout, hein, je vous expliquerai ça. Ça permet évidemment de générer du trafic. Sincèrement, quand on regarde les statistiques de fréquentation d'un site internet, on voit très vite les pics de campagne emailing. Je veux dire, chacun d'entre vous, ceux qui connaissent ça, donc c'est vraiment un levier très important. Rares sont les modèles économiques, les modèles web sur lesquels l'emailing est marginal, hein, la plupart du temps. Et d'ailleurs, c'est d'ailleurs un peu dangereux quand on n'est pas souverain sur ses propres canaux de génération de trafic, hein, au passage. Faciliter les processus, que ce soit des processus de paiement, des processus d'inscription, etc. Faire agir et transformer vos contacts, leur faire monter la marche supplémentaire en termes d'engagement, d'impact ou de transformation. Fidéliser et renforcer la relation avec vos contacts, ça c'est évidemment, hein, vous rappeler aux souvenirs, etc., avec votre ton, votre personnalité. Renforcer l'autorité, bon, je ne vais pas tout lister, vous les avez sous les yeux. Donc ça adresse quand même beaucoup de fonctions en termes de communication. Je voulais faire une petite pause pour montrer la fausse route, de manière un petit peu humoristique, en tout cas je vais essayer. Ça, c'est les 12 commandements pour faire un emailing bien pourri, quoi. C'est-à-dire les trucs, vraiment, si vous voulez vous planter, faire n'importe quoi, ou que les gens vous haïssent, vous faites ça, ça marche à tous les coups. Donc d'abord, premier principe des commandements pour faire l'emailing de manière bien pourrie, c'est ramasser le plus de contacts possible. Oh, je vois un mail, je prends, j'envoie. Je ne sais pas d'où il sort, je ne sais pas qui il est, je ne sais pas s'il est d'accord, je prends. Je ne respecte pas les règles, et au-delà des règles, je ne respecte pas les gens. Voilà. Autre commandement intéressant, c'est faire le malin. Ouais, mais non, mais les outils emailing, tout ça. Non, non, mais moi, je vais bricoler un truc avec mes lignes de code, je vais faire une liste PHP, une PHP list, ou faire un truc OVH ou mon propre serveur d'envoi. Bon courage, hein, pourquoi pas. Hein. Il y en a qui arrivent à construire leur voiture, mais il faut quand même être assez costaud. Surtout, ne pas accueillir et remercier vos abonnés quand ils s'abonnent. On s'abonne sur le site internet, puis pas de message d'accueil, rien, ok. Ou alors, quand on le fait, on laisse les messages par défaut du système emailing en anglais, sans mise en forme, sans rien du tout, sans signature, sans call to action, sans appel à faire quoi que ce soit une fois qu'on a reçu ce mail. Voilà, ça c'est bien. Faites ça. Si on fait ça, c'est bien pourri. Alterner les moments de grande insistance, genre un mail tous les jours, bon allez, vas-y, t'achètes mon truc. Et puis, les moments où silence radio pendant 2 ans. Voilà, ça c'est parfait pour vraiment avoir des résultats catastrophiques. Voilà. Alors, faire des messages en full image. Oh, pourquoi est-ce qu'on s'embête à coder, etc., mais à écrire des choses et tout ça, intégrer des images? Non,
Je fais une seule image en Photoshop ou GIMP ou quoi, je mets tous mes textes dedans, puis je colle mon image en message et j'envoie. Donc ça, c'est vraiment le truc à éviter. Je vous expliquerai pourquoi, évidemment, et certains d'entre vous l'ont déjà compris. Rédiger un objet de mail sans intérêt. Genre newsletter numéro 458 du mois de février 2020. C'est très, très intéressant, évidemment, comme un objet de mail. Et puis d'autres, hein, il y en a plein d'autres. Voilà. A contrario, j'aurais pu écrire, rédiger des objets de mail un peu quand même avec des gros sabots. Ça, voilà, c'est pas forcément génial, quoi. Au passage, on peut oublier le pre-header aussi. Tiens, bon, pourquoi faire le pre-header, je vous expliquerai ce que c'est. Empêcher, là j'adore, empêcher vos contacts de vous identifier, si on ne sait pas qui écrit, quoi, voilà, et de vous répondre. Donc par exemple, on utilise le bon vieux noreply@votredomaine.com. Voilà, surtout, je t'écris, mais je ne veux surtout pas que tu me répondes. Ça, c'est génial pour transformer, avoir des clients, des gens engagés et tout. Les gens, ils adorent. Enfin, je pense que vous-même, hein, vous avez fait cette expérience-là, à mon avis, nombre de fois, quoi, voilà. Rendre difficile ou invisible le processus de désabonnement. Ouais, putain, mais comment je me désabonne? Ça m'énerve. Ça, c'est super vraiment pour se fâcher avec les gens. Et puis, au-delà de ça, être pas en accord avec le RGPD, hein, entre autres. Voilà. Et puis aussi, surtout, ne jamais prévoir de lien pour mettre à jour ces informations. Hein, si la personne change de mail, non, je ne veux pas savoir, tant pis, je vais enverrai un truc sur un mail qui ne marche plus. Voilà. Évidemment aussi, je le déplace parce qu'il voilà. Ne vérifiez jamais l'efficacité de vos envois. Qui a ouvert, qui a cliqué, etc. Bon, ça, il ne faut pas le faire. On envoie, qu'importe ce qui se passe. Et puis évidemment, mettre beaucoup, mais vraiment beaucoup de contenu dans les mails qu'on envoie. Voir tout le contenu, tout ce que j'ai là en magasin, je l'envoie, je le mets dans le mail, puis tant pis, quoi. Voilà, ça fait un truc de 3 km de long, et puis de toute façon, la personne n'a pas intérêt à venir vers vous après pour avoir plus d'informations. Voilà. Avant-dernier, envoyer à n'importe quelle heure et n'importe quel jour. Qu'importe, de toute façon, les gens ils vont bien ouvrir la boîte de réception à un moment donné, quoi. Voilà. Et puis, ne jamais chercher à faire réagir vos destinataires. Hein. C'est-à-dire ce qu'on appelle les call to action, les CTA ou les appels à agir. C'est-à-dire appel à partager, appel à s'inscrire, appel à répondre, etc. Surtout, on ne fait pas, comme ça, on est sûr d'avoir aucun feedback. Donc, en fait, de ne pas avoir de thermomètre et de naviguer à l'aveugle. Voilà les 12 commandements, je me suis amusé à formaliser pour vous, pour faire des choses bien pourries. Bon, maintenant, si on revient un peu à quelques éléments de navigation importants, votre boussole. Une boussole, c'est-à-dire ce qui va vous permettre un peu de savoir quand vous êtes en train d'avancer, comment vous repérer. La boussole, c'est qu'il n'y a pas de secret, c'est le design. Ce qu'on entend en design, c'est pas le truc joli. Hein. Le design graphique, c'est pas que ça. C'est le design, c'est la capacité à répondre aux besoins des personnes, aux vrais besoins des personnes. Gardez ça. Ça, c'est votre boussole, vraiment. Si vous ne savez pas quels sont les besoins de vos personnes et que vos emails ne sont pas en mesure de répondre aux besoins des personnes, c'est pas la peine d'en faire, quoi. Mais je suis pas inquiet parce que généralement, comme vous êtes dans vos organisations, vous savez, vous êtes engagé, donc normalement, vous savez près de quoi les gens ils ont besoin et dans quelle mesure vous pouvez leur apporter quelque chose. Donc, ça veut dire aussi qu'il faut savoir se décentrer de ses propres besoins. Et se mettre à l'écoute des besoins des utilisateurs, user-centric, c'est mettre l'utilisateur au centre. Voilà. Comprendre, mesurer les usages. Regardez aussi, les usages des appareils sont très différents. Des uns des autres. Il y en a qui sont Outlook, il y en a qui sont sur Mac, il y en a qui sont sur du webmail, etc. Il y a vraiment des choses très variées. Et c'est bon de le savoir parce que techniquement, ça a plein de conséquences. Bon, s'adapter, soigner l'expérience utilisateur pour laisser une trace positive. J'ai une bonne expérience, une mémoire consciemment ou inconsciemment positive de ça, de cette personne-là qui m'a écrit. Voilà. Et puis évaluer, vérifier, ajuster, tester constamment, évidemment. Ça, c'est les approches design de base. Dans tout ça, ça ne veut pas dire qu'il faut vous oublier. Évidemment, il ne faut pas vous oublier vous-même. On va y revenir. Il faut toujours vous raccrocher avec vos objectifs à vous. C'est un dialogue entre les besoins de vos parties prenantes et vos objectifs, vos besoins à vous. Et puis là-dedans, ça suppose de décloisonner. Décloisonner les parcours d'utilisateurs, notamment. C'est-à-dire qu'il faut penser l'emailing comme un élément d'un tout dans le digital. Pas l'emailing d'un côté, les réseaux sociaux de l'autre, ou le site internet de l'autre. Non, tout est lié. Et pensez même l'emailing et donc le digital dans un tout, dans la relation, donc dans la communication. Et évidemment, pensez la communication, donc l'emailing, le digital et la communication, dans un tout lié à ce que vous faites en termes d'action et dans votre fonctionnement propre. Je donne un exemple. Vous pouvez avoir un super emailing bien fait, qui répond aux besoins, etc. Mais si derrière, vous proposez à la personne d'accéder à un de vos services, mais que le service il est rendu comme des pieds par votre organisation,
là, vous allez avoir un problème parce que vous faites une mauvaise promesse, une survente ou quoi que ce soit, et la personne va avoir un effet déceptif. Donc, ça suppose aussi que toute votre organisation soit fluide d'une certaine manière. Bon, ça, c'est important de décloisonner, de ne pas penser en silo les outils, les moyens et les approches. Votre destination à vous, j'y reviens, vous devez absolument garder en tête vos objectifs stratégiques de votre organisation. Là, j'enlève même les aspects communicationnels ou purement digitaux. C'est quoi votre raison d'être? Qu'est-ce que vous apportez comme service? Qu'est-ce que vous avez besoin? De quoi vous avez besoin en ce moment? Est-ce que vous avez besoin de clients? Est-ce que vous avez besoin de financeurs? Est-ce que vous avez besoin de partenaires? Est-ce que vous avez besoin de ressources humaines? Voilà. Donc tout ça, il faut vraiment l'avoir en tête. À partir de là, vous identifiez vos objectifs tactiques opérationnels, qui sont les objectifs intermédiaires en fait. Et c'est facile par la question, quand vous écrivez aux gens par l'email, par la question, qu'attendez-vous concrètement des personnes à qui vous vous adressez? Vous attendez bien quelque chose concrètement, une action. Ce n'est pas seulement je veux qu'ils me connaissent, mais le connaître, ce n'est pas concret. Venir au magasin, adhérer à l'association, signer un appel à une pétition, ça c'est concret. Voilà, de quoi vous avez besoin. Et puis, vous misez sur la réciprocité, donnant, donnant. C'est-à-dire, ne donnez pas tout et sans rien exiger en retour. Et de la même manière, exigez pas tout sans rien donner. C'est pas possible. Il doit être une relation donnant-donnant. Je dis pas gagnant-gagnant, mais c'est un peu cette idée-là. Ça va? Est-ce qu'il y a des questions déjà un petit peu, parce que là, on va rentrer après dans le vif du sujet. Là. Alors pour l'instant, il n'y a pas de questions dans la conversation. D'accord. Donc à moins que quelqu'un en ait déjà. Enfin, voilà, on a des personnes qui nous disent que c'est très intéressant, que tout va bien. Très bien, alors continuons. On s'engage en route. Alors, d'abord, quelques objectifs opérationnels et des étapes. Il y a, en fait, quand on met en œuvre l'emailing, et quand je dis emailing, ce n'est pas seulement un envoi, c'est une démarche, vraiment une tactique d'emailing. On a 4 grandes étapes. C'est en termes d'application de vos objectifs. 1, tout ce qui a trait au contact et aux données. 2, le fait que vous livrez vos mails. Vous allez voir, c'est pas simple. 3, la question d'ouverture. Et 4, le clic. Le clic qui est la première action concrète de la personne. Voilà. Donc, en termes de contact et de données, alors là, il y a un sujet, je vais passer assez vite, mais il y a des sujets qu'on n'a pas le temps, évidemment, d'aborder aujourd'hui, qui est un sujet phare, qui est la question du RGPD. Ça pourrait tenir un webinaire entier, voire même 2 jours de formation entière. Vous savez que depuis l'application de la nouvelle réglementation générale de la protection des données au niveau européen, c'est vraiment depuis mai 2018, en principe, juin 2018, mais beaucoup de gens ont pris du temps à l'appliquer. C'est un point très, très important. Je ne vais pas revenir dessus parce que c'est des fondamentaux qu'il faut vraiment du temps pour ça. Mais en tout cas, il y a 4 règles d'or sur la question de la gestion des contacts et des données. La première, c'est penser récolte. Penser récolte, c'est qu'évidemment, il vous faut des bases de données. Attention, il ne s'agit pas de ramasser tout et n'importe comment, bien sûr, mais il faut se poser la question dans votre cycle de vie d'organisation, dans tout ce que vous faites, dans vos actions de communication, mais pas seulement, dans les visites, je ne sais pas si vous avez un magasin, si vous avez des événements, même sur du présentiel, pensez toutes les occasions de récolte de données. Ça, c'est vraiment important, parce que c'est ce qui va vous permettre de lier la relation sur le moyen long terme, voire même à court terme, avec les contacts qui, à un moment donné, ont une expérience avec vous. Voilà. Donc, il faut faire un petit mind map, par exemple, de vos cycles de vie, et vous dire à quel moment c'est pertinent, j'ai l'occasion et c'est intelligent de demander et de récolter un mail, ou voire plus. Voilà. Deuxième règle d'or, c'est travailler la qualification. Ça, on va dire ce stade d'après. Alors, des fois, on peut le faire dès la récolte. Mais attention, plus on demande d'informations, plus la marche elle est haute et plus c'est intrusif et moins il y a de gens qui la franchissent. Donc, il vaut mieux plutôt lisser et faire petit à petit en fonction du degré d'acceptabilité que les gens sont prêts à consentir en fait pour vous donner des informations plus détaillées que leur simple adresse mail, qui est une donnée généralement très très peu intrusive. Voilà, donc est une marche vraiment très basse, très accessible. Et dès que vous l'avez vous, c'est très très bien, c'est vraiment le plus important. Mais très vite derrière, il faut travailler la qualification, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai comme information plus détaillée sur ce contact-là? Est-ce que j'ai son code postal qui me permet d'avoir son département et sa région, etc. Est-ce que j'ai sa profession? J'ai sa fonction? Est-ce que je sais si c'est un client, un prospect ou quoi? Etc. etc. Est-ce que je sais son âge, au-delà des... Bon. Donc il y a un travail à faire qui se fait tout le long. Donc ça veut dire qu'il faut s'organiser pour faire cette qualification, dans tout le cycle de vie de l'emailing. Pensez qualité plutôt que quantité. J'y reviendrai maintes et maintes fois, je vous les ai déjà un petit peu dit.
Vraiment. Si vous avez un doute, penchez vers la qualité. C'est pas grave. Renoncez à prendre des fois quelques dizaines, des centaines ou des milliers de contacts ou d'adresses mail si vous n'êtes pas certain d'avoir une vraie relation qualitative ou qui fait sens pour les personnes à qui vous allez écrire. Et puis, dernière règle d'or qui boucle un peu tout ça, c'est respecter le RGPD. Voilà, je n'y reviendrai pas, mais il y a quelques données, quelques informations importantes à maîtriser, quelques pratiques à mettre en œuvre. Ce n'est pas forcément toujours simple sur les organisations, mais ça, on y coupe ou pas. Voilà. Pas seulement pour des questions légales, mais aussi parce que derrière ces questions légales, c'est aussi des questions de bonnes mœurs, d'acceptabilité. Voilà, c'est vraiment le strict minimum, et même, je dirais même, il faut des fois être un peu plus royaliste que le roi. C'est-à-dire que ça ne suffit pas d'être dans l'égalité. En fait, ce qui compte pour vous, c'est que les personnes aient une bonne expérience de vous et que vous réussissiez à mettre en place cette relation donnant-donnant. Voilà. Deuxième étape clé, c'est la livraison. Ce qu'on appelle dans le jargon un peu la délivrabilité, c'est-à-dire la capacité de livrer correctement un message dans la boîte de réception du destinataire. On croit que c'est acquis, mais pas du tout. C'est pas si simple, en fait. Voilà. Quelques informations essentielles à retenir. D'abord, le schéma qui s'applique, c'est-à-dire sur le fonctionnement, sur comment ça marche, en fait, la mécanique de l'emailing dans le web, d'accord, enfin dans l'Internet pour être plus précis, est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. C'est pas seulement le schéma j'envoie, j'ai un email. Malheureusement, non. Dans les coulisses, il s'en passe des choses. Il y a de la mécanique. Et ça, je vais vous en donner quelques indications. Ça suppose aussi que du coup, ça suppose un travail consciencieux. Et puis, le travail consciencieux, mais comme les mauvaises pratiques ou les erreurs, tout se paye à un moment donné en termes de livraison. Vous allez avoir une livrabilité qui va descendre, c'est-à-dire vos messages vont moins bien arriver dans les boîtes de réception. En tout cas, ça va être directement influencé par tout ce que vous allez faire en amont et même en aval. Et évidemment, ça c'est un point clé fondamental, c'est qu'on n'envoie pas des mails massivement. J'entends massivement, même à partir de 200 contacts, c'est massivement, quoi, je veux dire. C'est en gros groupé, quoi. Voilà. Comme on envoie des mails personnels ou individuels, que ce soit dans la vie personnelle ou même dans le travail, c'est pas la même mécanique, c'est pas la même logique, c'est pas les mêmes obligations et c'est pas les mêmes contraintes, même techniques. Voilà. Je vais y revenir, vous expliquer ça en détail. Alors, comment ça fonctionne ce routage mail? Parce qu'on parle de ça en fait, le routage mail, comme le routage postal en fait, un même principe. Donc il y a des gens, il y a des organisations, il y a des professionnels qui travaillent là-dessus, des experts, des livrabilités en l'occurrence. Je vous passe les détails, je ne vais pas vous le commenter tout en détail sur ce schéma-là, mais en gros, vous avez votre boîte à vous qui dépend d'un serveur d'envoi des messages. Déjà, vous n'avez pas la main sur le serveur d'envoi, vous avez juste la main sur votre boîte d'envoi, qui est souvent votre boîte de réception aussi. Mais serveur d'envoi. Votre propre serveur d'envoi, il a des mécanismes, des filtres aussi, des filtres anti-spam notamment, etc. Avant même l'envoi, voire même plusieurs. Ensuite, il va s'interconnecter, se relier avec des serveurs de réception. Des serveurs de réception. Votre serveur d'envoi, c'est SMTP, c'est le fameux SMTP. Vous savez, serveur. Voilà. Et le serveur de réception, ils vont correspondre, et ils ont une sorte de protocole et de convention technique, mais pas que technique, parce qu'il y a des humains derrière qui tout ça. Aussi, c'est-à-dire qui configurent les algorithmes et tout, qui décident comment les appareils interagissent entre eux. Les serveurs de réception, ils identifient les serveurs d'envoi. Et chaque serveur d'envoi a, on va dire, dans la micro-société des serveurs d'envoi, il a une réputation. Bonne, mauvaise, très bonne ou inconnue, pas de réputation. Donc ça veut dire on s'en méfie. Donc ça, il faut le savoir. Quand vous envoyez un message, vous êtes dépendant de considérations techniques et sont liées à la réputation du domaine, la réputation des serveurs d'envoi également, que vous utilisez pour l'envoi. Et cette réputation-là, elle va être affectée par tout ce qui passe par les tuyaux et par tout l'historique de l'usage de ces serveurs d'envoi-là. Y compris si vous le partagez avec d'autres. Vous êtes dépendant de ce que les autres font avec les serveurs d'envoi. Exemple, vous avez un système mutualisé chez un outil emailing, pas un serveur dédié d'envoi, vous êtes dépendant peut-être de marketeurs qui vont faire des choses un peu pourries comme je vous ai indiqué. Ou vous êtes peut-être dépendant de serveurs, de gens qui font des choses très bénéfiques. Voilà. Il faut le savoir. Bon, tout ça est très codifié, très fonctionnel. Et vous avez à la tête de ces gens-là, quand je dis les boîtes de réception, c'est Monsieur Google, Gmail, Monsieur Outlook, Microsoft, Monsieur ou Madame, mais c'est souvent malheureusement Monsieur, Monsieur ou Madame La Poste, Monsieur ou Madame Wanadu, Orange, etc. Ces gens-là, ils ont des experts délivrabilité, experts sécurité informatique, ils ont des conventions, ils se connaissent, ils interagissent et ils travaillent ensemble.
C'est une chaîne de confiance, en fait, tout ça. À la fois des gens qui travaillent, qui sont sur la délivrabilité, mais vous aussi qui êtes des émetteurs et même des récepteurs. Tout ça forme une chaîne de confiance et toute la délivrabilité, la livraison de messages dépend de ça. Il faut bien le comprendre, ça. Donc, ça suppose évidemment d'avoir une approche professionnelle et pas de bricoler. Tout simplement, si on veut avoir des résultats et pas se planter. Quelques critères principaux de délivrabilité, vous verrez dans le document, je ne vais pas trop m'étendre. Je vous en ai dit un mot, j'ai rapidement la réputation des infrastructures techniques utilisées, serveur d'envoi, domaine, etc. Si par exemple votre site internet a fait l'objet d'attaques informatiques et qu'il a été hacké, etc., voilà, avec des choses un peu bizarres pendant quelques jours, quelques semaines ou quelques mois, ça va rester en trace et ça peut avoir un impact sur la délivrance, la délivrabilité de vos messages si vous envoyez vos messages avec le arrobase, l'URL et le domaine et le serveur qui correspond au site internet qui a été attaqué à un moment donné. C'est un exemple parmi tant d'autres, hein, il y en a plein. Voilà. Deuxième élément, la qualité de vos bases de données. C'est pour ça que je vous dis, préférez la qualité à la quantité. Plus vos bases de données sont propres, notamment les adresses sont exactes, ou en tout cas il y a peu d'erreurs, en tout cas un niveau d'erreur acceptable, voilà, j'y reviendrai, mieux ce sera. La solidité du consentement fait beaucoup aussi. Au-delà de vous assurer que la personne a donné un consentement, vous pouvez aussi être un peu plus royaliste que le roi, vous assurer par du double opt-in, etc., que vous êtes vraiment certain. Parce qu'évidemment, la personne, si elle est obligée de cliquer dans un mail pour bien confirmer qu'elle veut bien s'inscrire, vous serez sûr à 100% en tout cas qu'à ce moment-là, cette adresse mail, elle est valable. Et d'ailleurs, vous prémunissez du fait qu'il y a des gens qui peuvent inscrire d'autres à leur insu, voilà, de leur plein gré, comme dirait un célèbre cycliste. Le comportement de votre contact aussi joue sur la délivrabilité. Les serveurs d'envoi, les serveurs de réception, ils regardent en fait quels sont vos taux d'ouverture, de clics, etc., les réactions de vos contacts. Et puis le contenu de vos envois, le code HTML, la qualité des images. Quand je dis la qualité, surtout techniquement, hein. Les liens que vous mettez dedans, si vous mettez beaucoup de liens où vous êtes sobre, si les liens ils pointent vers des domaines qui sont vérolés ou qui sont propres, en HTTP ou en HTTPS, c'est pas la même histoire. Bon, bref, tous ces éléments-là sont des éléments importants. Une fois qu'on a ça, admettons, votre message arrive dans la boîte de réception. Bon, entre la boîte de réception et puis la boîte de promotion, vous savez, hein, tous les fournisseurs de services de boîte mail ont des systèmes différents de classement et segmentent les choses. Donc, admettons, vous êtes au top du top, vous êtes vraiment dans la boîte de réception comme il faut, etc. Bah, après, votre objectif suivant, c'est comment je fais pour que les gens ils ouvrent mon message. Et là, vous n'avez pas 36 solutions. Hein. Vous avez en fait 5 éléments, pas plus, 5 éléments qui sont déterminants pour l'ouverture. Le premier des premiers, c'est le jour et l'heure d'envoi. Il n'y a pas photo. Vraiment. Moi, je le constate sur toutes les courbes. Je n'ai pas eu le temps de vous faire une exportation, mais vraiment, toutes les courbes qu'on fait des campagnes emailing, entre 60 et 90% des ouvertures se font dans l'heure de l'envoi. Et en fait, si on regarde de plus près, on pourrait même dire dans les 5 minutes. C'est l'effet événementiel, c'est l'effet notification. Si on n'est pas face à son écran, au moment donné, à un moment où on a le mail qui arrive avec la petite notification qui dit qu'on a reçu, j'ai l'écran, ça peut être l'écran téléphone, hein, on a 2 à 3 fois moins de chances d'ouvrir le mail en question, après coup. Rares sont ceux, en fait, qui s'extraient une discipline d'ouvrir tous leurs messages, etc. Donc ça, c'est un point clé. Ensuite, l'expéditeur, qui m'écrit? Ça, dans toutes les études, je vous ai mis ça dans les chiffres clés, notamment, je crois que c'est un truc comme 66% des gens disent que l'expéditeur, c'est ce qui détermine l'ouverture ou non du message. Et l'expéditeur, c'est 2 choses quand vous faites un emailing. C'est bien sûr l'adresse mail d'expédition, mais aussi le nom qui y est associé. Donc, autrement dit, vous mettez un no-reply ou vous ne mettez pas un prénom et vous n'humanisez pas, vous mettez entreprise machin. Bon, moi, je ne sais pas vous, mais généralement, je préfère parler à des vrais gens qu'à une entreprise, je ne sais pas qui c'est qui est derrière. Voilà. Et le fait est qu'on voit bien que les taux sont bien meilleurs en termes d'ouverture quand on humanise et qu'on incarne l'expéditeur. Ensuite, l'objet de mail. Ça, c'est un élément important aussi, mais ce n'est pas le plus important, vous voyez, mais il est quand même important. Donc, évidemment, il y a une histoire de taille, parce que sur les différents appareils, on n'a pas une vision extensible et illimitée du nombre de caractères qu'on peut mettre. Voilà. Il y a la façon de tourner l'objet, j'en ai dit un mot, hein, que ce soit intéressant, que ce soit pertinent. Donc ça, c'est un point important. Sachant qu'on peut personnaliser ces données-là, dans beaucoup d'outils, on peut personnaliser l'objet de mail. Hein. On peut mettre dedans, tiens, Fabrice, justement, avez-vous pensé à faire ceci?
Là, ça marche. Le pré-header. Alors, le pré-header, c'est quelque chose qu'on ne voit pas forcément sur tous les appareils, mais sur de plus en plus d'appareils. C'est la fameuse petite phrase qui va s'additionner, qui va se mettre sous l'objet, qu'on ne voit généralement pas dans le corps de mail, si on l'a bien fait, mais qui vient compléter. Et ça, on peut le configurer dans les outils d'envoi qu'on utilise, en principe. Et ça, c'est très utile parce qu'un objet de mail entre 40 et 80 caractères, si on veut être un petit peu optimal, c'est très court. Donc, c'est très peu d'informations. C'est une contrition encore plus violente qu'un tweet à l'époque où c'était 140 caractères. Hein. Donc là, il faut réussir à aller un petit peu plus loin. Donc ça, c'est vraiment un moyen très intéressant d'apporter une valeur informationnelle et de pouvoir déclencher l'ouverture. Prenez-le en compte. Et évidemment, le corps de mail. Et oui, parce que sur certains appareils, on a une prévisualisation. Les fameux volets de visualisation d'Outlook, Thunderbird ou même sur certains webmails. Voilà. Sans même avoir volontairement cliqué ou quoi, en passant, on a un premier élément. Et de toute façon, c'est dans le champ de vision, même si on passe rapidement. Donc là, il faut vraiment penser aux 300 premiers pixels du haut. Si vous faites 300 premiers pixels du haut et vous prenez pas soin de ça, c'est un peu dommage parce que là, avant même que la personne en fait s'intéresse et ouvre volontairement et lire volontairement, peut-être que là, c'est ça qui va la faire se décider. Autrement dit, là-dessus, un exemple, mettre en gros, en haut, mon logo de mon entreprise, alors que je suis déjà dans l'expéditeur, normalement, voilà, en tant qu'entreprise qui écrit, quelle est la valeur informationnelle et qu'est-ce que ça déclenche comme ouverture? Généralement, pas grand-chose. Rares sont les cas, ça peut arriver. C'est rare que ça soit pertinent. Autrement dit, des poissons volants, ça existe, hein, mais ce n'est pas la norme du genre. Donc, vraiment, en règle générale, ce qui fonctionne en termes d'accroche, c'est d'ailleurs le texte. C'est les premières lignes, c'est les premiers éléments textuels, éventuellement quand ils sont personnalisés, ça marche en termes de taux d'ouverture. Donc, soignez bien ces 300 pixels avec en tête cet objectif ouverture aussi. Une fois qu'on est bon là-dessus, objectif clique, une fois qu'il est ouvert. Alors, il s'entend quand on souhaite que les gens cliquent dans le message. Moi, c'est ce que je vous incite à faire. Si vous envoyez des messages, des emailing dans lesquels il n'y a rien à cliquer, posez-vous la question. C'est peut-être un problème, quoi. Ça peut arriver, hein, mais encore une fois, c'est un poisson volant. Hein. En règle générale, on a toujours quelque chose à demander, il y a toujours une suite, il y a toujours un next step, quoi. Voilà. Il y a bien que dans les mails de remerciement, et encore, enfin, je veux dire, il y a toujours quelque chose à demander. Ne serait-ce que parce que ça vous donne du feedback sur qui c'est qui est réactif, qui a cliqué dans mon mail. Ah, ceux-là, je vais les soigner. Et les autres, je sais qu'il faut que je fasse un peu des efforts pour qu'ils soient plus réactifs. Voilà. Donc, le reste du corps du mail sert à l'objectif cliquer. Donc voilà, vraiment séquencer ces objectifs les uns après les autres, les 4 étapes de l'emailing. Je vais rentrer un peu plus dans le détail opérationnel. Parlons des types de messages. Vous voyez que depuis le début, je parle d'emailing. Je ne parle pas de newsletter. En fait, je me fais un malin plaisir généralement à tordre le cou de ce canard qui court encore, qui s'appelle « je fais de la newsletter ». Non, l'emailing ne se résume pas à la newsletter, à la lettre d'information ou à l'infolettre. Okay, j'ai envie de vous dire même un instant, oublions la newsletter, et je vais vous en parler après. Il faut considérer toutes les formes que peut prendre l'emailing. Et ça, c'est ce qu'on va voir ensemble. C'est pour ça que je vous parle d'emailing, et pas résumer ça à la newsletter. Je vous ai fait une petite pyramide. Imaginez en fait que c'est l'Everest, que c'est une montagne. Autant vous dire que quand on commence à faire de la randonnée, on achète des chaussures chez Decathlon ou ailleurs, etc. On est très content, on va commencer à faire de la randonnée, tout ça. Moi, j'ai envie, j'aime bien. Bon, très bien. Je vous déconseille de commencer par l'Everest. Après, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Maintenant, c'est vous qui voyez. Moi, je vous conseille plutôt de commencer par ce qui est accessible et de monter en puissance au fur et à mesure. Je vois beaucoup trop souvent des organisations qui disent « Bon, c'est bon, on va lancer nos actions digitales, on va faire de l'emailing, on va créer notre newsletter. » Ouais, ok, donc on va créer un… Super, on va commencer à se mettre au foot, très bien, bon, allez, on va jouer la finale de la Coupe du Monde. Non, ça ne marche pas comme ça. Donc vraiment, faites les choses petit à petit. Alors, qu'est-ce qu'on a qui sont déjà beaucoup plus accessibles? Les mails occasionnels. C'est typiquement des vœux, des annonces, une invitation, un événement, un remerciement. La logique, c'est la suivante. Vous faites un envoi, il y a un message sur le fond. Un, pas 36, un seul. Voilà. Bon, ça peut arriver. C'est le plus commun, le plus accessible. Et d'ailleurs, c'est le plus simple à produire d'ailleurs. On s'arrache moins les cheveux avec les collègues pour produire le contenu de ce type de message. Bon, maintenant, très vite, ensuite, on passe au mail occasionnel, CTA, Call to Action, appel à agir. Parce que comme je vous le disais, en principe, on a toujours quelque chose à demander à quelqu'un. Voilà. Ou à offrir, et donc il va cliquer pour aller voir quelque chose qui peut l'intéresser. Mettez pas tout le monde dans votre mail.
Donc, c'est quoi la logique? J'ai un envoi, j'ai un message sur le fond, pas deux, pas trois, pas quatre, hein. J'ai un CTA, un call to action, donc j'ai un objectif, un clic, quelque chose, une chose que je propose. Pas 36. Si vous faites 36, bah là, vous allez en fait éparpiller vos objectifs et vous ne vous segmentez pas. Donc, en plus, vous aurez du mal à mesurer. Étant entendu que il vaut mieux envoyer sur une période de 15 jours 3 mails qu'envoyer un mail avec 3 objectifs sur 15 jours. Vous voyez ce que je veux dire? C'est plus pertinent. Parce que, vous pourrez segmenter vos envois, vous verrez mieux les résultats, vous pourrez adapter le jour et l'heure par rapport à votre production et par rapport à la réception des personnes, et vous y verrez clair. Voilà. Ce sera plus simple d'ailleurs pour rédiger les objets de mail entre nous quand on a un message sur le fond et pas 36. Hein. Je dis 36, mais ça peut être 7. Hein. Donc ça va être l'essentiel de vos messages normalement, en principe. Hein. Le step un peu plus exigeant, c'est le mail automation. J'y reviendrai un petit peu plus loin, c'est le fait d'avoir des processus un peu automatiques d'envoi. Les mails sont prévus en fait à l'avance et s'envoient de manière automatique en fonction de scénario. J'y reviendrai, je vais vous détailler ça un peu plus en pratique, puisque ça c'est quelque chose qui monte très très fort depuis 1 an et demi, 2 ans. C'est beaucoup démocratisé. C'est ancien, mais maintenant c'est beaucoup démocratisé. Quelque chose qui devient un peu plus touchy, c'est quand même tout ce qui est mail, alerting et notification. Ça, c'est un peu plus délicat parce que ça suppose une personnalisation très fine. C'est du one-to-one avec des scénarios automatisés et avec un contenu automatisé, mais personnalisé. Donc, typiquement, quand Facebook vous envoie une notification parce que quelqu'un s'est abonné à votre page, c'est dans ce système-là. Donc, vous imaginez, techniquement, c'est assez complexe, en fait. Après, il y a des outils qui permettent d'automatiser ce genre de choses. Hein. Il faut que ce soit raccord avec une production. Par exemple, vous êtes dans une organisation, une entreprise ou quoi, qui est très pointue, expert dans son domaine, et qui fait beaucoup de veille sectorielle, et qui est un peu leader dans son secteur sur ces sujets-là. Vous êtes en mesure de proposer à vos parties prenantes, vos parties internes, externes ou quoi, partenaires, une veille pointue sur ces sujets parce qu'on attend ça de vous. Bah ça suppose après de rentrer dans le détail de qu'est-ce qui intéresse qui, d'être dans l'alerting, etc., de pouvoir envoyer des choses en temps réel quasiment. Le step un peu plus élevé, c'est ce qu'on appelle le mail transactionnel. Quand je dis transactionnel, c'est je l'entends par rapport lié à des processus de paiement. Parce qu'évidemment, derrière, c'est un peu plus exigeant, non seulement parce que ça rejoint les côtés personnalisés, automatisés, etc. Du mail alerting, mais aussi parce que c'est lié à des considérations de sécurité, voire de juridiques ou comptables, de reçus, de pièces comptables, etc., qui sont un peu plus pointues. Et de sécurisation aussi, c'est un peu plus important aussi derrière. On fait un peu attention. Maintenant, il y a beaucoup d'outils qui existent qui prennent tout ça en considération, mais enfin, il y a toujours des configurations, toujours des choses à faire, le lien avec la banque, le système de paiement et tout. Ça, c'est un peu plus touchy, quoi. Voilà. Et puis le dernier, le sommet, c'est la newsletter. J'entends la newsletter, c'est-à-dire le fameux mail dans lequel vous avez, qui est régulier, et dans lequel vous avez plusieurs sujets, et avec une approche éditoriale. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est l'Everest de l'emailing et que vraiment, quand on veut s'y frotter, il faut être sûr de soi. Parce qu'il y a 3 conditions à remplir pour que ça fonctionne bien, une newsletter, vraiment. La première condition, c'est qu'il faut être d'une régularité métronomique. C'est-à-dire la newsletter, si vous dessinez en fait une fréquence, il faut que ce soit régulier, que ce soit la notion de rendez-vous. C'est Théophraste Renaudot, hein, qui est l'un des fondateurs des premiers périodiques en France, la Gazette à l'époque, hein, au XIXe siècle. La notion de périodique et de rendez-vous dans les médias notamment, puisque c'est le modèle des médias hein, en réalité qu'on a appliqué aux organisations. Le journal de 20h, il est tous les jours à 20h. Il n'est pas un jour à 19h32, le lendemain à 21h14, le surlendemain on l'oublie puis on le fera dans 3 jours parce qu'on n'a pas le temps. Non. Et Libération, le Figaro, quoi, vous le trouvez tous les matins en kiosque. Bon, en ce moment c'est un peu compliqué avec le confinement, mais en principe vous avez une relation métronomique. Prenez la newsletter d'Influencia par exemple, qui est un newsletter et un site internet spécialisé sur les acteurs de la communication, sur les professionnels de la communication. Tous les matins, vers 5h du matin, il y a cette newsletter qui tombe. Quoi. Voilà. Donc, c'est métronomique. Donc, c'est très exigeant sur le bouclage, sur tout. Quoi. Bon, vous installez un rendez-vous. Deuxième critère, c'est la qualité du support. On a tous l'œil très exigeant et acéré, hein, en l'occurrence. Hein. Dès qu'il y a un truc mal fait et un peu pourri, on le voit, ça fait saigner les yeux. Hein. Donc, vraiment, que ce soit sur les images, sur les titres, la qualité rédactionnelle, que ce soit clair, simple, précis, net, voilà. Ça suppose voilà, des vraies compétences quand même. Hein. Et puis c'est long à faire, à acquérir et à produire. Et puis la légitimité dans le métier d'informer. Alors si vous écrivez à vos membres, évidemment, vous êtes les mieux placés pour les informer. Mais si vous écrivez à l'extérieur, à des partenaires, à des clients, etc.,
Moi, je vois mal, par exemple, Nutella m'écrire pour m'expliquer, par exemple, comment est-ce qu'il faut faire ces repas de manière, comment dire, équilibrée d'un point de vue de nutrition. Mais pourquoi? Mais non, c'est pas peut-être une bonne idée pour eux, mais moi, je ne te reconnais pas cette légitimité-là. Peut-être pour certains, oui. En général, non. D'accord? Et il y a plein d'exemples dans ce sens-là. Donc, il ne faut pas tous se croire, en fait, comme Libération, Le Figaro, Mediapart, etc., comme étant. Votre faux cœur de métier, c'est pas informé, en réalité, la plupart du temps. Pour la plupart d'entre vous. Donc, vous êtes un peu décentré par votre cœur de métier. Donc, il faut vraiment l'avoir en tête et vraiment ajuster là où vous êtes pertinent, attendu et légitime là-dessus. Donc, vous voyez, c'est compliqué, en fait, de faire une bonne newsletter qui fonctionne bien. Par contre, on peut faire plein d'autres actions emailing qui cartonnent et qui sont beaucoup plus accessibles. Allez, le zoning, rapidement. À quoi ça ressemble, en fait, un message? Vous savez, quand je vous parle de ce qui sera le plus fréquent, c'est-à-dire les mails occasionnels, etc. À quoi ça ressemble? Alors, globalement, déjà, moi, je vous recommande le one column, c'est-à-dire une seule colonne. Parce qu'évidemment, on est de plus en plus sur ces bêtes-là. Et sur ces bêtes-là, quand vous avez 2 colonnes, 3 colonnes ou quoi, bon, ça commence à devenir un peu compliqué. Donc, à moins que vous soyez un peu masochiste et que vous ayez envie de faire souffrir vos contacts, ce qui n'est pas le but, bon, vaut mieux essayer d'être en une colonne. Vous avez déjà sur la partie haute, vous voyez tout ce qui est la zone de visualisation et d'accroche, j'en ai dit un mot par rapport au haut de message, hein, beaucoup d'importance. Dedans, vous avez le pré-header, potentiellement il peut s'afficher ou il peut ne pas s'afficher. Le header, c'est le en tête, et le A en tête, je l'ai bien compris, je vous incite à mettre du texte, et pas mon logo, mon image, mon machin. Une introduction qui accroche. Voilà. Ensuite, assez rapidement, ça ce que je viens de vous détailler, pardon. Assez rapidement, vous mettez votre CTA en haut. Parce que s'il y a des gens qui vous connaissent déjà, qui ont déjà compris l'essentiel et qui sont prêts à passer à l'action tout de suite, on n'est pas obligé de les forcer à lire l'ensemble du message pour qu'ensuite, à la fin, ils cliquent sur le bouton sur lequel vous voulez qu'ils cliquent. Autant leur mettre le plus haut possible. Il y en a qui ont compris très vite et qui sont prêts. Okay, donc, on met le bouton CTA le plus haut possible. Voilà. Ensuite, vous avez votre corps du message. Structuré différemment, bon, ça c'est après à vous de voir. Là, vous avez l'essentiel, la matière informationnelle, enfin, je n'ai pas l'essentiel, la matière informationnelle, un peu plus importante, de manière secondaire. Et puis, vous pouvez très bien remettre, si votre message est un petit peu long, remettre le CTA après, sous la même forme d'un bouton, si possible un bouton en code, pas en image, parce qu'une image, on peut ne pas l'avoir, elle peut ne pas s'afficher. Ou même simplement en lien, dans un corps de texte, c'est le même lien, mais vous le rappelez, hop, pour boucler la boucle de ceux qui ont voulu tout lire avant de cliquer. Vous avez une zone de conclusion et de signature que je distingue du footer technique, du pied de page technique. Hein. Ce n'est pas la même chose. Signez vos mails. Donc, moi, quand je vous dis le parti pris, mettez pas vos logos en gros en haut, mettez-les en bas et présentez vos organisations en bas, bien sûr, sans problème. Quoi. Oui, ça, il faut le faire. Et on essaye aussi, quand on signe, d'incarner toujours le plus possible. Voilà. Et même si on ne veut pas mettre une personne en avant, on met l'équipe, on met un truc, quelque chose comme ça. Et puis, les informations techniques dans lesquelles il y a les liens de désinscription obligatoires, les liens vers la politique de confidentialité éventuellement, voilà, d'autres éléments un peu plus, je dis techniques, un peu opérationnels. Passons au contenu. Je suis sûr que vous allez avoir plein de questions, mais vous allez voir, peut-être que vous allez avoir des réponses dans la suite. Au contenu. Produire, il y a deux choses. Produire de l'information, bon, ça suppose d'utiliser des techniques de rédaction. Donc là, un petit peu de formation, un petit peu de savoir-faire, un peu de travail. C'est pas très compliqué en fait en soi quand on les connaît. Quelques principes, la pyramide inversée, on commence par l'essentiel, ensuite le secondaire et ensuite l'accessoire. Voilà, sauf quand on fait dans une démarche de storytelling, mais on est très fort en accroche. Là oui, ok, on peut bouleverser les choses, commencer par l'anecdote, etc. et tirer le fil d'une histoire. Et ça, c'est une rédaction storytelling, narrative, récit. C'est aussi assez compliqué, hein, il faut avoir une vraie plume. Mais en principe, c'est la pyramide inversée. Exemple, vous invitez à un événement, dès les premières lignes, voire même dès l'objet, je dois voir quel jour c'est, quelle heure et où. Si je dois lire la moitié du message pour pouvoir tomber là-dessus, il y a un problème, quoi. Voilà. La loi de proximité. Voilà, ça c'est une loi en journalisme, c'est que un mort près de chez vous sera toujours plus intéressant que 10 000 morts au Bangladesh. Ce sera toujours plus important. Alors je parle de mort, c'est un peu maladroit du contexte, mais voilà. Une pièce de théâtre qui a lieu dans votre rue, ça va forcément vous attirer beaucoup plus en termes d'informations sur les titrailles de votre newsletter ou d'un journal que la même pièce de théâtre à l'autre bout de la France. Voilà, c'est le principe de la proximité. Et
Ça, vous irez vous documenter là-dessus. Voilà. L'attitраil, il y a une vraie technique de rédiger les titres, voilà, qui est une valeur informationnelle, qui est éventuellement un verbe, qu'on soit une valeur informationnelle, qu'on ne soit pas juste de rubricage, quoi. Enfin, voilà. Et les niveaux de lecture. Niveau de lecture, c'est-à-dire maximum 3 niveaux de lecture. C'est un titre, une espèce de chapeau, un truc qui ressemble. Mais pas 15 niveaux et de police, de tailles différentes, etc. Sinon, on est mort. On ne s'en sort plus. Et puis évidemment, je reviens à répondre aux besoins. Parce que ce que votre information vous donnez, elle apporte un plus, elle répond à un besoin chez vos contacts. Les images, ensuite. Ça, c'est important. D'abord, il faut soigner le rapport texte-image. À vue de nez, si la surface de votre mail, les images représentent plus de 30-40% de la surface de votre mail, c'est un peu risqué, c'est problématique. Parce que par définition, une image, vous savez, d'ailleurs, entre près de 25% seulement des gens affichent systématiquement les images dans les mails qu'ils reçoivent. Donc, ça veut dire que 75% de chances que les messages, les images ne s'affichent pas. Parce que c'est filtré, des questions de sécurité, etc. Machin. Donc, c'est-à-dire que si vous misez trop sur les images, la personne soit va pas ouvrir parce que vos utilisations, elle va pas cliquer par l'information, etc. Donc là, vous avez un problème. Quoi. Et je ne parle même pas du problème visuel, que graphiquement, ça déstructure les choses. Voilà. Après, vous avez la question de savoir si vous mettez l'image intégrée dans le message ou si c'est une image distante sur un serveur. Ça, je passe les détails parce qu'on n'a pas trop le temps. Là, je reviens dessus, l'absence de garantie d'affichage. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas du tout donner à votre image, une image qui est dans votre mail, le monopole d'info. Donc, si vous avez la date, le lieu de l'événement qui est dans votre image, doublonnez et mettez-le aussi en corps de texte dans votre message quelque part, pour être sûr que la personne le voit. Et puis, prévoyez un message, un texte alternatif si jamais l'image ne s'affiche pas. Mais ça, c'est des bonnes pratiques de web en règle générale, même si sur les mailings, c'est des fois un peu plus compliqué de l'afficher correctement. Alors, là, je vais venir sur les outils emailing, parce qu'il existe des outils qui sont vachement bien faits, qui sont là, depuis des années là-dessus, qui travaillent, donc qui permettent, je ne vais pas passer rapidement sur les fonctionnalités, mais permettent à peu près tout ce qu'il faut faire. Il y a assez peu de différences parmi les gros acteurs du marché qui proposent des solutions d'emailing clés en main. Il y a peu de différences sur les fonctionnalités. C'est souvent des différences en termes de structuration d'ergonomie, quelques petits plus, bonus, des gens ont développé des petites fonctionnalités ou des choses qui sont un peu plus en avance. Mais généralement, ils se valent à peu près tous. Quoi. Donc, je vous affiche là, vous le trouvez dans le document, parce que je vois l'heure qui défile aussi. Donc, on va avancer. On a déjà pas mal de questions, Fabrice, excuse-moi de te couper. Si tu veux. On peut faire une petite passe, sinon, sur les questions. Parce que justement, sur ce sujet-là, il y en a quelques-unes, donc on verra si ça répond. Mais on a déjà, alors, si je reprends, on a Bérangère tout à l'heure qui demandait des conseils sur les jours et l'heure d'envoi. Qu'est-ce qui est plus approprié? Comment est-ce que tu sais par rapport à ta structure? Ouais, je vais en parler après si vous voulez. Pas de souci, je fais un focus spécifiquement là-dessus. Sans problème. Et sur un peu le même sujet, il y avait Flora qui demandait est-ce que envoyer un mail par mois pour éviter l'ennui ou d'énerver les gens, c'est correct? Enfin, tu vois un peu ce rapport, comment tu décides de ta fréquence. Voilà. Et après, on avait pas mal d'autres questions qui étaient assez techniques sur les premiers points que tu as abordés. Alors, notamment, on avait Romain qui disait il est possible d'ajouter un CTA dans un mail interprétable sur Gmail, apparemment, qui permettent de faire l'action. Il ne renvoie donc pas vers une page pour permettre de faire l'action, mais permet une action directement. Est-ce que tu connais? Est-ce que ça te parle? Oui. Ouais, c'est assez pointu. Il y a certains outils d'emailing qui permettent ça, mais c'est spécifique pour l'instant à Gmail. Bon, pour l'instant, c'est de l'ordre un peu, je trouve, un peu du gadget. C'est pas mal, mais c'est pas assez répandu à ce stade, en tout cas, et opérant pour vraiment… je veux dire, ça, c'est le gars qui arrive à monter l'Everest, en fait, pieds nus. Il est tellement fort. Donc, mais si c'est le Romain auquel je crois, ça ne m'étonne pas parce qu'il est effectivement balèze. Je fais un petit coucou. Ok. Et du coup, sur ces questions d'outils, on avait Anthony aussi qui demandait est-ce qu'il y a plus de chances d'être dans les spams quand on utilise un Mailchimp, un Sendinblue, ce genre d'outils? Oui, non, et ça va dépendre. Justement, je vais y revenir là-dessus. Ouais. C'est une très bonne question. Alors, justement, voyons là-dessus. Comment on choisit un outil emailing? Alors, il y en a quelques-uns. Je fais une name dropping là, pas pour faire de la pub, mais c'est les principaux. Sendinblue, Mailjet, qui a été racheté par Mailgun l'année dernière, qui est un gros acteur américain.
Sarbacane, qui est un acteur historique du marché, qui a développé enfin, il y a quelques années, une version web SAS, service système, enfin, en ligne, quoi. Voilà. Sarbacane Sunrise. Campaign Monitor, qui est assez peu développé en France, mais qui marche plutôt bien. Vous avez Simple Mail, qui a été racheté par QuickMail il y a quelques années aussi, Mailchimp, et Cabestan, qui a été racheté par le groupe La Poste, d'ailleurs, au passage. Hein. Maintenant, ça s'appelle Isoscale. Bon, gros acteurs. Là-dessus, moi, je vous conseille quand même les fonctionnalités. Il n'y a pas de grosses différences. Hein, voilà. Il faut vraiment surtout regarder ceux qui sont vraiment raccord avec le RGPD, ce qui n'est pas toujours le cas, notamment pour les acteurs dont l'essentiel chiffre d'affaires est hors Europe. Voilà. Donc, typiquement, là, dans les acteurs que je vous cite, des Français, vous avez Sendinblue, Mailjet, Sarbacane, sont français. Simple Mail était français, a été racheté par des Canadiens, QuickMail. Mailjet est racheté par Mailgun, ils ont encore leur siège en France. Donc, français, ça veut dire que c'est intéressant, c'est-à-dire que vous avez un support qui est en français, qui est en langue française. L'outil, il est en français. Toute l'interface est en français. Les serveurs de données, généralement, sont en France, à minima en Europe. Et autre chose, pas neutre non plus, centre de décision. Parce que quand vous avez des grosses bases de données que vous les confiez en fait, à un prestataire, si le centre de décision il est au Nevada ou je ne sais pas où, si un jour ils ont envie de fermer, c'est terminé pour vous, ou de changer la politique de tarifaire ou je ne sais pas quoi, vous êtes un petit peu ennuyé. Quoi. Donc ça, faire un peu attention à ça. Au-delà même des questions éthiques qui ne sont pas neutres, hein, vous le savez en ce moment, hein, et de plus en plus, et c'est tant mieux d'ailleurs, hein, sur la protection des données, sur à quoi bon faire tourner les GAFAM à plein régime. Quoi, voilà. Mailchimp est le plus connu là-dedans. Mais je dirais, c'est un peu comme la gastronomie, quoi. Si vous commencez à vous intéresser à la gastronomie, Mailchimp est à l'emailing ce que McDonald's est à la gastronomie, en fait. Hein. Ah, ça fonctionne hyper bien, ils sont partout, on les mémorise, on sait qu'ils existent, on les processe vachement bien, ça tourne et tout, des gros moyens et tout, pas de problème. Mais bon, voilà, vous allez expliquer à Etchebest ou à un autre si c'est de la gastronomie, vous allez voir la tête qu'il va vous faire, quoi. Donc, bon, pourquoi pas. Moi, je vous recommande vraiment de regarder par rapport à la location des données, la langue pratiquée, le support, le prix, même si le prix, généralement, ça, il n'y a pas trop d'écart, hein, c'est très peu cher en fait, hein, l'emailing. Hein. Rapport au nombre de contacts, aux actions et à ce qu'on peut récupérer comme bénéfice. Hein. En tout cas, c'est sans commune mesure avec même ce qu'on peut faire sur les réseaux sociaux ou ce qu'on peut faire par d'autres moyens de communication hein, en règle générale. Voilà. Je ne mets pas dans ces solutions-là tout ce qui existe aussi dans les CRM, les outils de gestion ou les outils marketing un peu plus complets dans lesquels il peut y avoir des briques emailing. Mais attention, ce n'est pas leur métier, leur cœur de métier non plus. Or, vous avez vu, c'est une vraie démarche, la délivrabilité, l'ergonomie des envois, etc. Donc moi, je vous conseille plutôt généralement de vous orienter, sauf quand on est des très grosses organisations qui sont en capacité hein, d'avoir des gros outils, mais généralement d'avoir des briques très ajustées, très adaptées, c'est-à-dire d'avoir un outil emailing spécifique pour ça. Voilà. Je vais passer sur l'automation parce qu'on ne va pas avoir le temps. Bon, maintenant, heure et jour d'envoi. Ça, je vais venir sur cette question-là. Extra. Quel est le meilleur jour d'envoi? Quel est le meilleur envoi? Je reviens. Approche design. C'est quoi les besoins de vos utilisateurs? C'est quoi leurs usages? À quel moment vous pensez qu'ils sont face à leur écran? Puisqu'on a vu que 75-80% des gens ouvrent le mail dans l'heure qui suit l'envoi. Donc, à quel moment vous pensez que vos contacts sont face à leur écran? Quand on travaille en B2B, on sait hein, globalement que c'est les horaires de bureau les plus optimaux. Ça veut dire en gros que clairement, le lundi, qui est souvent un jour qu'on prend en congé, etc., suite de week-end, ou le vendredi, on évite parce que les gens sont moins sur leur boîte professionnelle ces jours-là. Le mercredi est aussi problématique. Quand on a des enfants qu'on les garde, et il se trouve que malheureusement de ce côté-là, c'est très genré, c'est pareil, on est moins disponible professionnellement le mercredi. Voilà, donc on sait très vite que c'est les mardis et les jeudis qui cartonnent quand on est en B2B. Sur les horaires, il faut imaginer les horaires de bureau, les horaires où les gens sont disponibles face à un écran, voilà, qui ne soit pas forcément en réunion ou quoi, ou en repas ou quoi. Bon, voilà. Après, ça dépend ce que vous envoyez. Si vous envoyez juste une info flash, très courte à lire, facile, où il n'y a pas besoin d'action, ça peut se voir sur mobile le matin quand la personne est dans les transports ou à l'heure du déj, pas de problème, quoi. Ça peut marcher aussi, ou en fin de journée. Mais sinon, les bons créneaux d'envoi, c'est généralement milieu, fin de matinée, début, milieu d'après-midi. Voilà, en tout cas en B2B. En B2C, là, ça dépend vraiment de vos contacts. Quoi. Il faut vraiment vous mettre à la place et il n'y a pas de secret, il faut tester. Il faut tester. Il faut tester sur des périodes, sur 2, 3, 4 mois, voir si ça marche. On change un peu, on regarde un peu ce que ça donne, ça ouvre plus, ça ouvre moins avec des bases à peu près équivalentes et on se fait une religion soi-même. Voilà. Mais
ayez cette approche design, vous allez voir, vous allez répondre à ces questions normalement assez facilement en fait. Voilà. Il y avait l'autre question qui est sur les spams. Est-ce qu'on arrive dans les spams? Bon, les outils emailing que vous allez utiliser, généralement, la plupart des usages, ça va être qu'ils vont mettre dans ce qu'on appelle les serveurs mutualisés d'envoi. C'est-à-dire que vous êtes avec d'autres clients de cet outil emailing pour faire vos envois massifs, ça passe par le même, donc vous mutualisez le même serveur d'envoi. Généralement, ils se débrouillent pour avoir plusieurs serveurs d'envoi et ils ont la plupart d'un serveur d'envoi sont une bonne réputation correcte. C'est-à-dire normalement, si vous faites correctement les choses et que vous allez sur un outil emailing, il va vous mettre sur un truc qui vous garantit le minimum. Voilà. Si vous commencez à faire n'importe quoi, d'abord, lui, il peut vous tirer les oreilles et vous suspendre le compte, selon l'outil emailing qui est plus ou moins exigeant, parce qu'ils sont dépendants de ça aussi, forcément, de votre pratique. C'est une même chaîne de confiance. Mais au-delà de ça, vous allez dégrader et ils vont vous dégrader de serveur. Après, dans ces outils-là, vous pouvez aussi demander à avoir des adresses IP dédiées, des serveurs dédiés. Ça coûte un petit peu plus cher, c'est pas très cher, c'est quelques centaines d'euros par an, donc c'est pas non plus la mer à boire, mais ça suppose que vous êtes totalement responsable de votre serveur d'envoi. Donc ça veut dire notamment qu'il faut faire la réputation de votre serveur au début. Parce que votre serveur d'envoi, quand il est configuré, il est envoyé parmi tous les serveurs d'envoi, les serveurs de réception, ils disent lui, on ne le connaît pas. Donc pour l'instant, on s'en méfie. Donc il faut faire la réputation petit à petit de ce serveur d'envoi. Donc ça, c'est une solution très très sûre sur le moyen long terme. Il faut avoir les moyens de le gérer quand même, avoir un petit savoir-faire. Il faut être patient sur le fait de monter, mais par contre, vous êtes autonome en termes de réputation. Voilà. Je ne sais pas si j'espère que j'ai répondu à cette question-là, mais voilà. Est-ce qu'il y avait une autre question, Marine, que j'ai oubliée là? Pour moi, tu as pas mal répondu aux questions qui ont été posées, parce qu'on en a eu plusieurs aussi sur cette histoire de réputation. Tu vois, en lien, comment on évite d'aller dans les spams? Est-ce que c'est en faisant attention au wording? Est-ce que, tu vois, c'est quoi un peu les petits conseils? Et là, pour te dire, on a aussi des questions sur la fréquence. Flora qui repose, c'est quoi pour toi un peu la fréquence? Est-ce que si j'envoie un mail par semaine, c'est trop? Voilà. Franchement, sincèrement, la plupart des gens maintenant qui utilisent l'emailing, que ce soit, qui ont une boîte mail, comme vous et moi, voilà, que ce soit professionnellement ou individuellement, un mail tous les mois, c'est cool. En fait, ça dépend si on en reçoit 150, on a des newsletters de 150 newsletters différentes, là, c'est un problème, quoi. Donc vraiment, c'est un rythme. Je l'ai mis dans les premiers chiffres, je crois. Je l'ai plus en tête là tout de suite, mais je vérifie parce que comme ça change de temps en temps. Ah ben dis donc. J'espère que je vous donne pas mal au cœur en bougeant trop vite les écrans. Je mettais, 88% des personnes, des Français, consultent leur boîte principale au moins une fois par jour. Donc, les gens, ils ont pris une maturité en fait avec l'emailing. D'ailleurs, souvent, ils ont créé une autre boîte pour des trucs un peu trash ou pour créer un compte dont ils savent qu'ils n'ont pas besoin de suivre, etc. Donc, il n'y a pas de problème à envoyer même à une fréquence plus importante. L'importance, c'est que ça soit raccord avec ce que vous apportez à la personne. Si vous allez raconter votre vie toutes les semaines, ça n'apporte aucune plus-value en fait au contact, à un moment donné, il va en avoir marre, quoi. Donc il va se désabonner. Voilà. C'est rare qu'on ait des désabonnements, même dans ces cas-là, tous les mois, quoi. En tout cas, ça va traîner. Et vous allez le voir en fait assez vite parce que la personne, à un moment donné, elle ne clique plus, elle ne réagit plus. Donc ça, c'est un travail sur la qualification et sur les bases de données, de nettoyage aussi au fur et à mesure, d'hygiène en fait, de vos bases. Mais comme je vous disais, vous pouvez très bien envoyer un mail par semaine, mais à chaque fois, si ça répond à un besoin, et en plus que c'est pas de la newsletter avec 7 sujets dedans, etc., plein de contenu. Voilà. Après, il y en a qui ont besoin de ça dans leur fonctionnement, dans leur profession ou quoi que ce soit, et qui attendent de ça de vous. Là, ils peuvent avoir plus de choses, ils sont prêts à accepter plus de choses. Donc, c'est vraiment du sur-mesure. Il faut juste se poser ces questions-là, tester. Il n'y a pas de loi qui impose des choses, il y a juste les usages des gens, tout simplement. Ok, on a encore pas mal de questions. Donc après, si tu es toujours disponible, si tu n'as pas de rendez-vous tout de suite, est-ce que c'est ok de rester encore 10 minutes? Sans problème, ça va. Ok, super. Du coup, Roman demande à quoi sert le pré-header? Ouais, alors voilà. Si vous faites l'expérience sur vos smartphones, mais aussi dans la plupart des boîtes électroniques, que ce soit sur Gmail, Yahoo, quoi que ce soit, Outlook, ou même le logiciel client installé sur l'ordinateur, Thunderbird ou Outlook, vous avez souvent, en plus de l'objet de mail, une petite phrase qui met les premières lignes du mail qui peuvent s'afficher. C'est ça qu'on appelle le pré-header.
En fait, c'est quelque chose qui va s'afficher avant même que vous ayez ouvert le message. Donc ça, il faut le soigner parce que c'est un élément complémentaire d'information. Dans les outils emailing, tous ceux que je vous ai cités, quand vous concevez une campagne, vous pouvez configurer cet élément qui ne s'affiche pas dans le corps du message, mais qui va s'afficher sous l'objet quand les personnes affichent les 2 lignes de détail. Vous pouvez tester si vous avez boîte de Gmail ou quoi, vous verrez cette ligne. Bon, ça, il faut le soigner parce que chaque pixel, pour avoir votre 3e objectif qui est « je veux qu'il ouvre mon message », chaque pixel, chaque caractère est précieux pour atteindre votre objectif. Et voilà, vous allez creuser la tête pour vérifier les trucs, vous allez voir que c'est précieux d'avoir une ligne supplémentaire potentiellement. Ce n'est pas tout le monde qui l'affiche, mais c'est de plus en plus de personnes. Je dirais, à vue nez, au moins entre la moitié et les 2/3 actuellement, qui peuvent les visualiser. Donc ça, c'est vraiment important. Ça veut dire que le soigner, c'est-à-dire que par défaut, souvent, si on ne le prévoit pas, par défaut, il va aller chercher les premiers caractères du mail, du contenu du mail. C'est aussi pour ça que je mets, par exemple, évitez de mettre tout en haut. Si vous ne faites pas le pre-header, évitez au moins de mettre tout en haut. Si vous ne voyez pas ce mail correctement, cliquez dans votre navigateur. Aucun intérêt. Ça n'incite pas à ouvrir un mail. Vous voyez ce que je veux dire? Et si vous mettez un truc qui est la même chose que l'objet de mail, ça n'a aucun intérêt non plus. On fait de la redondance et on se prive de donner des arguments supplémentaires pour que la personne soit intéressée et ouvre le mail. Donc là, il faut le soigner et il faut être vraiment dans la complémentarité, toujours avec cette pyramide inversée. Voilà. Qu'est-ce qu'on met en premier en hiérarchie d'information et qu'est-ce qu'on apporte comme élément supplémentaire pour atteindre les objectifs opérationnels qui est de l'ouverture à ce moment-là. Voilà. Donc il y a généralement un petit endroit pour rédiger ces quelques caractères. Ça tient en même pas une ligne, généralement c'est à peu près équivalent en termes de longueur que l'objet. Voilà. Pour faire ça, c'est prévu. Mais ça, vous ne pouvez pas le faire dans les outils bricolés. C'est que dans les outils emailing que c'est possible. Ok. On a 2 questions qui se ressemblent un peu de Céline et Fatia qui demandent par rapport au taux d'ouverture, ce que tu as un peu évoqué tout à l'heure. Est-ce que tu peux préciser comment déjà on connaît le taux d'ouverture et de clic et ce qui permet d'apprécier la réussite de l'envoi? Du coup, c'est quoi un bon taux d'ouverture? Bon, alors là, il y a Big Brother qui nous regarde et en fait, on fait du Big Brother. Pour être clair, en fait, qu'est-ce que font tout simplement c'est les outils d'emailing pour savoir qu'une personne a ouvert ou pas le mail? En fait, on ne peut pas le savoir à 100%, mais on s'approche à peu près de savoir. Qu'est-ce qu'il fait? C'est que dans l'envoi, dans le mail envoyé à chacune des personnes, il va insérer une petite image de quelques pixels qui est invisible en fait, qui ne se voit pas. Une petite image qui est personnelle en fait, qui est associée à chaque contact qui est destinataire de cette campagne-là. Il l'intègre dans le message. Et quand vous recevez un mail, dans votre boîte mail, vous pouvez décider d'afficher ou non les images. Soit elles sont affichées par défaut, soit il faut que vous fassiez l'effort, j'affiche les images. Ce faisant, vous affichez aussi cette micro-image de 2 pixels de large. Et donc, le serveur sur lequel est hébergée l'image, il a une requête, on appelle ça en termes informatiques, et il sait que cette image-là qui est associée à cette personne-là, dans la base de données, il sait qu'elle a été affichée. Il y a eu une demande d'affichage. Donc, c'est-à-dire que le mail, bien sûr, il a été ouvert puisque la personne a affiché l'image. Mais attention, il y a plein de... Donc, ça veut dire que c'est un taux d'ouverture minimum. C'est-à-dire que potentiellement, il y a plein de gens qui ouvrent le mail, qui voient le contenu, qui le lisent, mais qui n'affichent pas les images. Donc, c'est un socle. Si vous avez, par exemple, un taux d'ouverture d'une campagne de 30%, en fait, c'est minimum 30% des gens ont ouvert et affiché les images du mail. Mais attention, on est en communication, donc on a des filtres. C'est-à-dire qu'ils ont ouvert le message. Est-ce que ça veut dire qu'ils l'ont lu? Est-ce que ça veut dire qu'ils l'ont lu intégralement? Est-ce que ça veut dire qu'ils l'ont compris ou qu'ils l'ont interprété tel que vous voulez qu'il s'interprète? Ça, c'est encore autre chose. Ça, c'est tout les joies de la communication, l'interprétation des filtres individuels. Voilà. Bon, et quand même, ça permet de cerner, d'avoir une connaissance assez précise. Les marges d'erreur sont quand même assez faibles là-dessus. Voilà comment ça marche. Pour le clic, c'est beaucoup plus simple. Je réponds tout de suite. Pour le clic, c'est beaucoup plus simple parce que quand on clique sur un lien, en fait, le lien que vous insérez dans votre message vers votre site internet, par exemple, votre outil d'emailing va mettre un lien intermédiaire et il va voir qu'il y a une requête sur ce lien-là, il redirige vers ce que vous avez pointé. Et si cette requête-là, elle était appelée, c'est-à-dire que la personne, ce contact-là, a cliqué dans son mail. Voilà. Et sur ce lien-là précisément, en plus. Donc, on sait, quand on fait des statistiques emailing, on sait voir qui a ouvert, qui a cliqué et sur quoi les gens ont cliqué. Et on sait sortir la liste qui a cliqué sur tel lien. Très bien. Il y a Romane aussi un moment qui demandait comment...
Pardon, je me permets d'intervenir. Bonjour à tous. Bonjour. Du coup, le bon taux d'ouverture, même si tu dis, Fabrice, que c'est finalement un KPI et un critère qui n'est pas si pertinent que ça, qu'est-ce que ça serait quand même un bon taux? Alors, attention, j'ai reformulé, peut-être c'est peut-être nécessaire. Le taux d'ouverture, il est hyper important comme indicateur d'évaluation, hein. Ça, voilà. Parce que dans le sens où tu dis qu'effectivement, on ne sait pas si la personne l'a lu jusqu'où elle Non, est. je mets juste une information de transparence sur attention, ne prenez pas ça pour argent comptant à 100%. C'est Ok. tout. Ok. Et voilà, il faut juste savoir comment ça fonctionne parce que c'est comme dans les sondages, hein. On regarde les petites lignes et puis en fait, on se rend compte que les gens ne croient pas à 50%, mais en fait, il y a 95% de chances qu'ils pensent que c'est entre 48 et 54. Vous voyez, c'est pas la même chose. Je pourrais être totalement honnête. Mais quand même, c'est quand même un critère qui est fiable et il est hyper important. Maintenant, les taux d'ouverture. Alors là, ça va être très variable. Moi, par exemple, on travaille beaucoup avec des associations, des fondations, des ONG, des acteurs engagés, etc., qui ont un propos un peu engagé et politique. Et donc, dans lesquels, enfin, politique au sens de la vie de la cité, hein, j'entends. Hein. Bon. Donc, les gens qui sont dans leur base de contact, à leurs données, généralement, ils ne sont pas là par hasard. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment intéressés en fait, par ce qu'ils disent et par le propos. Donc, il y a un niveau d'adhésion assez important. Ils ne sont pas seulement dans une relation consumériste. Voyez, donc, ça veut dire derrière on observe moi, très régulièrement des taux d'ouverture qui sont très élevés par rapport à ce que je connais de la moyenne. C'est-à-dire que ça va être des taux d'ouverture qui sont 30, 35, 40, 50%, même sur des bases de 10 000 personnes, quoi. Donc, c'est quand même des taux d'ouverture élevés. Quand vous êtes dans le secteur marchand et que vous êtes un marketeur classique, typiquement, dans des campagnes de promotion, de vente, etc., machin, si vous atteignez 5%, 10% de taux d'ouverture, c'est extraordinaire, quoi. Voilà. Maintenant, ce n'est pas ma spécialité. Puis dans tous les secteurs, vous avez des choses qui sont très différentes les unes des autres. Voilà. Ça dépend de la qualité des bases, ça dépend du niveau relationnel, ça dépend de ce que vous offrez, et puis en fait de ce que vous faites, quoi, hein, tout simplement, le niveau de relation avec vos contacts. Voilà. Romane posait la question, elle l'a posée 2 fois, je crois, sur comment construire une stratégie progressive d'emailing. C'est Bah, voilà. Est-ce que tu as 2 conseils à rappeler à tous? Ouais, bah, c'est effectivement ça. C'est d'abord s'outiller, vraiment, hein, pas bricoler, etc. S'outiller, prendre en main petit à petit l'outil, le personnaliser. Commencer par des messages, des types de mails qui sont pertinents, faciles à produire et donc faciles à évaluer pour vous, pour apprendre et progresser. Pas être tout seul. C'est bien d'être acculturé, d'être à plusieurs parce qu'il faut fonctionner à plusieurs cerveaux. Et puis aussi pas être totalement dépendant d'une personne pour ce genre de canal qui quand même peut vite devenir assez important et stratégique. Et puis ensuite, on apprend, on améliore ses bases de données, on va tester de nouvelles fonctionnalités, on va faire un peu d'A/B testing, on va mettre des personnalisations à l'intérieur des messages en disant tiens, si la personne est membre de telle liste, je vais afficher cette partie-là du message, mais pas celle-ci, parce que ça c'est possible aussi techniquement. Et puis après, on peut commencer à se lancer dans l'automation, c'est-à-dire quand la personne elle arrive à une date anniversaire parce qu'on a la date à laquelle elle s'est abonnée, automatiquement elle reçoit un message merci, ça fait un an que vous êtes avec nous, c'est super, tiens, profitez-en pour nous dire ce que vous pensez de nos informations qu'on vous envoie, par exemple. Voilà, il y a des petites choses qu'on peut mettre en place petit à petit et construire. Et Sophie demande, ça a bougé, quelle adresse expéditeur choisir? C'est tout à l'heure, tu parlais du no reply. Alors, du coup, c'est quoi l'importance du nom de domaine, d'après toi? Alors, il y a 2 choses là-dedans. Il y a la question de nom de domaine. Effectivement, il faut que ce soit sur votre nom de domaine à vous, hein, le plus possible, sauf si vous avez un problème technique avec, mais bon, voilà, le plus possible, parce que ça aussi, ça authentifie un peu qui m'écrit. Hein, voilà. Ensuite, c'est ce qu'il y a devant le arrobase, à la place du no reply, en fait. Hein. Donc là, soit vous avez les mails standards génériques, pardon, contact, info, machin, bon, ok, très bien, mais bon, pourquoi pas. Soit c'est carrément un mail d'une personne quoi, qui est en charge de la communication email, quoi, ou qui est en charge de la communication digitale, ou qui à ce moment-là prend la parole de manière importante, etc. Sachant que quand vous faites un outil emailing, vous utilisez ça, vous pouvez très bien envoyer depuis une adresse et faire en sorte que ce soit sur une autre adresse que sont reçues les réponses quand quelqu'un clique sur répondant. Ça, c'est possible. Vous pouvez distinguer les deux. Ce qui est plutôt pratique hein, quand on envoie à beaucoup de gens et que ce n'est pas la personne qui écrit qui peut gérer derrière. Bon, voilà. Sinon, derrière, vous gérez ça avec soit des boîtes partagées, etc. Bon, ça, c'est important. Ce qui est surtout important, c'est que
vous incarnez en fait derrière l'expéditeur. C'est pas seulement le nom de l'entreprise ou quoi, ou de l'organisation. Vous mettez un prénom, vous mettez un prénom-nom ou quoi que ce soit. Voilà, ça c'est plus sympa parce qu'en plus vous allez tisser la relation. Vous allez écrire à plusieurs reprises. La personne elle va vous reconnaître en fait, d'une certaine manière. Donc je sais bien que ça pose des sujets en train de management, mais c'est vraiment un facteur d'ouverture bien meilleur, hein, sincèrement. Ok, on a une question aussi de Marc qui demandait comment est-ce qu'on peut éviter d'envoyer des mails en double, tu sais, du même émetteur. Enfin, des fois, on reçoit 2 fois le même mail de la même personne. Alors là, je ne vois pas comment c'est. Ben, en principe, quand on est dans un outil d'emailing et qu'on envoie un message, il n'y a pas de doublon. Enfin, je veux dire, ça envoie le message qu'une seule fois. Alors, s'il y a un alias, la personne s'est aussi inscrite sous une autre adresse qui est un alias, ça peut revenir, ça sera un problème. Là, j'ai un peu de mal en fait à voir comment ça peut arriver. En tout cas, par des outils emailing, j'entends. Hein. Sinon, effectivement, si vous avez des jeux de transfert, de partage, etc., oui, là, on peut avoir des. Et ça, on ne peut pas le maîtriser parce que vont les faire les gens de vos mails. Ok. Et si tu as des doublons dans ta base de données, ça peut être ça? Alors, les doublons. Alors, en principe, tous les outils d'emailing, dans la gestion de contact, gèrent le dédoublonnage. C'est-à-dire que la clé qui est souveraine dans un outil d'emailing, c'est l'adresse mail. Dans un outil d'emailing, vous n'avez jamais normalement plusieurs fiches contact avec la même adresse. Ce n'est pas possible. Parce qu'il y a une adresse souveraine, rien pour des questions de RGPD, de suivi, de consentement, etc. Vous ne pouvez pas envoyer. Et ça, c'est vrai quand vous faites avec, par exemple, des PHP listes ou je ne sais pas quoi, si vous faites mal le truc, ou avec des envois depuis votre boîte. Mais dans un outil d'emailing, ça, ce n'est pas possible. Vous avez une adresse mail, c'est un contact. Vous ne pouvez pas avoir plusieurs contacts avec la même adresse mail. Ça, c'est pas possible. Ok. Et je te propose 2 dernières questions pour conclure. La première qui est autour… attends, je l'ai reperdue. Voilà. Comment gérer les contacts bloqués, comme on parlait à base de données? Ah oui. Qu'est-ce qu'on entend par contact bloqué? Parce que c'est blacklisté, quoi. C'est Isabelle, est-ce que vous pouvez préciser? Ah, alors attendez, je vous mets le micro. On ne vous entend pas. Oui, je suis avec Sendinblue et donc voilà, on a l'ensemble sur les statistiques, on a un ensemble donc d'informations et sur les données des contacts bloqués, je ne sais pas comment gérer. Soit je supprime le contact, soit est-ce que ça finit dans les spams? Comment voilà, je ne sais pas. Ouais, dans la plupart, alors Sendinblue, moi c'est un outil que j'utilise très régulièrement. J'ai presque tous benchmarké. Donc, comment ça fonctionne? Il y a ce qu'on appelle en fait, vous avez 2 actions un peu radicales dans la gestion des contacts. Soit vous blacklistez le contact, ou vous en fait, ou l'outil, hein, blacklist, c'est-à-dire que d'ailleurs il est écrit en rouge hein, dans Sendinblue, il est surligné en rouge dans vos bases de contact. Soit il est supprimé. Pour qu'il soit supprimé un contact, il faut que ce soit vous qui le supprimiez, toujours. Et il est toujours par défaut, il est blacklisté. Blacklisté, c'est-à-dire qu'il est toujours dans vos bases, mais vous ne pouvez plus lui envoyer de mails. Alors, il y a plusieurs raisons pour ça. Soit parce que l'outil a vu qu'au fil de plusieurs envois, c'était un rebond dur, c'est-à-dire que le mail n'existe plus, que le serveur ne répond plus et que ça ne marche pas, donc l'adresse n'est plus valide. Donc, ce n'est pas la peine de continuer à envoyer des messages sur cette adresse, donc il est blacklist. Soit la personne a cliqué sur le lien de désinscription et donc elle vous interdit de lui envoyer de nouveau des mails, ce qui est normal, elle est blacklistée. Soit c'est vous-même qui l'avez fait à la main, c'est possible aussi, techniquement. Maintenant, quand quelqu'un est blacklisté, vous pouvez le déblacklister, en tout cas dans Sendinblue. Maintenant, il faut voir la raison, parce que si c'est un rebond ou si la personne ne veut plus recevoir de mail, il faut être sûr de vous pour le déblacklister, parce que le retour de boomerang peut être d'autant plus violent. Voilà. D'où l'importance de mettre en fait des petits formulaires de mise à jour des données. Voilà. Et que les gens puissent aussi changer leur adresse mail eux-mêmes quand ils changent de poste ou ils changent de mail ou quoi. Voilà, quand ils y pensent. Voilà. Mais après, un mail blacklisté, le but du jeu, c'est de les traiter, de les voir. Et puis, si vous n'avez pas beaucoup besoin de garder ces données-là en base, vous supprimez, il faut nettoyer. Hein. Ça ne sert à rien de garder des contacts. C'est pas sain et puis c'est pas réglementaire d'ailleurs en passage. Hein. Vous avez même intérêt, je vais vous dire, vous avez intérêt à faire des campagnes de désabonnement.
c'est-à-dire d'envoyer régulièrement, une fois par an, voilà, un mail en disant « Oh, voilà, on vous envoie régulièrement des informations. Peut-être que ça ne vous intéresse plus, peut-être que vous êtes passé à autre chose, peut-être que vous n'avez plus le temps. Si vraiment vous avez plus le temps, ben nous, soit sentez-vous libre, désabonnez-vous, il n'y a aucun problème, vous reviendrez quand vous voudrez. Et vous avez intérêt à faire ça. Ça ne sert à rien de payer des crédits de mail. Alors, la plupart du temps, c'est que chi, hein, c'est même pas 0,2 centimes, donc 0,00002 euros. Mais ça ne sert à rien d'envoyer des mails, d'utiliser les ressources techniques, infrastructures qui sont quand même un peu polluantes aussi au passage, en direction de gens qui de toute façon n'ouvrent pas vos messages. Ce n'est pas intérêt. Voilà. Ça ne sert à rien d'avoir des gens qui viennent dans le magasin et qui n'achètent pas, hein, entre guillemets. Hein. Mais ces contacts, en fait, quand ils veulent se désabonner, ils peuvent se désabonner. Donc, il y a quand même une différence entre désabonner et bloquer. Alors, bloquer, non, je ne vois pas ce que c'est. Alors, bloquer, c'est plutôt les plaintes. C'est plutôt les gens qui ont fait une plainte. On dit, vous êtes signalé en spam. Mais ça les blacklist aussi directement. Mais en principe, dans les outils, en tout cas, c'est le cas dans Sendinblue, quand vous éditez la fiche du contact, vous avez toutes les actions liées à cette personne-là, tous les comportements, et vous savez pourquoi la personne, qu'est-ce qu'elle a fait, sur quoi elle a cliqué, à quel moment, etc. Voilà. Ok, merci. Et dans le doute, qualité plutôt que quantité. Ok, merci. Pour conclure ces questions-réponses, une question de Martine qui nous redemandait tes sources pour les chiffres que tu as donnés. Ouais, les premiers chiffres, c'est essentiellement le SNCD, Syndicat National de Communication Directe. Après, vous pouvez recroiser aussi, je ne peux pas aller voir partout, mais par exemple l'ARCEP, ex-ARCEP, maintenant c'est France Numérique, je crois, ou France Digital, je sais pas comment ça s'appelle, qui édite aussi des rapports. Vous avez des rapports, des enquêtes aussi par les grands instituts de sondage sur les usages du digital. Donc, vous avez pas mal de données qui existent, qui sont croisées. Là, le SNCD, ça fait 15 ans qu'ils font à peu près ces baromètres-là, qui suivent d'assez près tous les éléments. Donc, c'est assez carré. Voilà. Et là, je vous mets à l'écran quelques ressources d'information. Auto-formation, curiosité, lire, etc. Il ne faut pas hésiter. Donc, par exemple, les routeurs mail ont tous des newsletters. Abonnez-vous. Vous voyez comment ils font aussi. Hein. Et vous voyez, ils font des petits articles qui expliquent en détail pas mal de choses, des petits points pratiques ou techniques ou des comment faire, qui vont au-delà de leur propre fonctionnalité d'ailleurs, hein, qui sont valables très largement. Allez sur les lettres d'infos des fournisseurs de services plus larges, type OpenAsso qui sont spécialisés Asso, Asso Connect, Solidatech, pour ceux qui connaissent. Et puis il y a des blogs et sites spécialisés, Web Marketing Conseil, moi je regarde souvent, SNCD, là je l'ai mis le lien. Il y en a d'autres, hein, le blog du modérateur, enfin vous les connaissez, hein, des gens qui produisent pas mal de contenu pour s'auto-former, se maintenir en veille et continuer à apprendre. Et puis après, l'apprentissage, il faut marcher, il faut tester. Super. Merci beaucoup Fabrice. Merci pour ta présentation et tes réponses très pertinentes. Est-ce que tu as un mot de la fin? Non, c'est bon parce que j'ai mangé. Donc non, non, merci beaucoup, c'est cool. Je suis ravi, là, c'est très sympa. Et puis j'espère surtout que ça va vous être utile, que ça vous a été utile, et surtout que l'Imeni va être utile et que vous allez ouvrir vos chakras et puis apprendre et puis faire des feedbacks. N'hésitez pas, ça m'intéresse, je suis preneur, hein, on apprend toujours. Oh, super. En tout cas, on a des super retours dans la conversation, beaucoup de personnes qui te remercient, qui disent que c'est très intéressant. Voilà, même Marc qui dit merci, nous ne resterons pas sur notre faim, pour rebondir sur ton jeu de mots. En tout cas, tous les participants pour votre écoute, pour vos questions, pour votre intérêt pour le webinaire. Je vous propose de conclure ici. Je vous souhaite du coup une très bonne journée et puis à bientôt sur la Helproom du Move, j'espère. À bientôt, merci à vous. Au revoir.